Be very welcome to our session. So I will start by presenting myself. I am Susana Salvador. I'm the Executive Secretary of ACOBAMS. There will also be a presentation at the end of this session by ACOBAMS. But I will not talk about our organization. I am supposed just to introduce the session and start by asking people in presential and online to respect these set of rules. So please, if you want to change the language, use the interpretation button. Also ensure you have the full name and organization, so we can identify you when you will ask or comment or ask questions or make any comments. And also be aware that everything will be recorded, and please mute the microphone so there will not be any interferences during the session. There will be questions and answers and discussions at the end of the session. So we will start by presenting a showcase of initiatives for mobile species conservation. So as the title well explains, we will, this group of 3 girls plus the technicians will lead you through this agenda. So we will have the introduction. I'm already using my 5 minutes. And then we will have 4 case studies. The first one by Francis Taube on the Marine Mammal Management Toolkit, a tool for managers and policymakers. The second one by Hélène Labarque and Anne Salvador, harmonization and centralization of cetacean monitoring data within the MPA network in the French Mediterranean Sea. That will be the second one. The third one will be by Lobna and Nakla, support mechanisms for filling key knowledge gaps for vulnerable species. Yeah. And the fourth one by ACOBAMS, by Léa David, who is the vice chair of the scientific committee of ACOBAMS on cetacean critical habitats. And then we will reserve some half an hour, depending on how long this will take. And we will moderate the discussions, and then we will reserve 5 minutes at the end to wrap up the conclusions. The intention is, as I said, to showcase the existing initiatives. So there are the institutional frameworks, the legal entities, the bodies that are working in practice, so to collaborate, and they are the key regional players for the identification of areas of importance. And these aiming at protecting or managing or conserving highly mobile marine species. So the objective is to take knowledge or take consideration of the need to improve the conservation of marine species in the Mediterranean, and so to focus on 3 elements, 3 main parallel tasks. The first one, identification of areas of importance. The second one, the identification of threats or pressures, threat areas. And the third one, the implementation of specific measures for the conservation of marine species. So the intention is to build on the existing regional instruments and initiatives and to learn from them, and also to take lessons on board, to capitalize expertise, and to make the most of the cross-cutting themes and the dialogue that exists between these entities. So that's the background and the context for the session. So we are hoping to talk about integrated management, so to see how solutions to conciliate human activities and species conservations can be attained. And there is a lot of human activities, as we all know, and of course they pose some threats or pressures on some of the species.
And one of the key actions is to improve knowledge about both the species, their state of conservation, and the pressures and risks that are posed. So to arrive to a knowledge about the risk areas and what needs to be done, and to arrive to be able to conceive tailored solutions for that are compatible, but that are also balanced solutions that take into consideration the need to keep the human activities. So the case 4, as I mentioned there, is the ACOBAM's cetacean critical cetacean critical habitat process, which will showcase how this integrated management can be attained. So we will start by case study 1, the Marine Mammal Management Toolkit, and I will give the floor to Mr. Francis Taube, EU-funded Ocean Governance Project, UK. So the floor is yours. Oh, perhaps this one, sorry. Sorry, no Yeah. Merci, Susanna. Merci. Bonjour, good morning. Je pense que je vais parler en français. Donc, je me présente, je m'appelle Francis Taube, je suis consultant pour la Commission européenne. Et avec mon collègue Thomas Dallison, qui est ici, nous avons développé, ou nous sommes en cours de développement d'un outil, d'une boîte à outils pour la préservation et la conservation des mammifères marins, donc, que nous allons vous présenter maintenant. Donc, ce projet est financé par la Commission européenne. Donc, ce projet fait suite à un premier projet qui travaillait sur le bassin transatlantique et les aires marines protégées transatlantiques. Et en fait, depuis 2019, maintenant, ce projet a été élargi et donc il intègre un peu toutes les régions du monde. Il a 4 composantes. La composante dans laquelle nous travaillons, c'est la composante sur les twinnings. Il y a trois twinnings, l'un sur les réseaux d'aires marines protégées, l'un sur la résilience. Jean-Jacques Boussard est ici, qui s'occupe de ce twinning, et l'autre sur les mammifères marins. Le but de cette sous-composante est de renforcer les capacités pour les gestionnaires d'aires marines protégées, de développer une boîte à outils pour les mammifères marins et les aires marines protégées, et enfin d'essayer de développer des policy briefs pour faciliter la protection des mammifères marins. D'où nous vient cette idée de boîte à outils sur les mammifères marins? Donc, la première, c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, pour les gestionnaires d'aires marines protégées, il y avait très peu de central location où on pouvait retrouver toute l'information sur les mammifères marins. En analysant aussi les principaux outils d'évaluation de l'efficacité de la gestion des aires marines protégées, donc qui sont par exemple How is doing my MPA de la NOAA ou encore les outils MET du PNUD. On s'est aussi rendu compte que les mammifères marins et même les espèces migratoires n'étaient pas du tout mentionnés dans ces outils. Donc, quand vous êtes un gestionnaire d'aires marines protégées et que vous n'avez pas d'outils pour vous permettre de vous rendre compte de comment vous adressez ou comment vous prenez en compte les mammifères marins, c'est compliqué de bien les protéger, de bien les gérer. Et enfin, dernièrement, il y a aussi des résolutions, notamment lors du dernier congrès mondial de la nature, qui encouragent la prise en compte et la collaboration pour la protection des mammifères marins. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de développer cet outil. Donc, c'est un outil qui est disponible en ligne. Je vous donnerai, je pense, le site internet tout à l'heure, en fait, avec 3 composantes principales. L'une que l'on appelle les fact sheets, la deuxième qui sont des bonnes pratiques, et enfin la troisième qui est plus la partie assez innovante de cet outil, qui est un outil d'auto-évaluation de votre aire marine protégée vis-à-vis des mammifères marins. Alors, je sais que les gestionnaires, quand ils voient ce terme d'auto-évaluation ou d'évaluation, ça fait peur. De nouveau, c'est un outil qui est développé pour les gestionnaires et dont les résultats ne seront pas diffusés. C'est vraiment pour les gestionnaires, leur permettre de se rendre compte comment ils ont pris en compte cette problématique de récifs coralliens. Et ça a été développé avec une dizaine de partenaires qui sont à la fois des gestionnaires d'aires marines protégées ou des pays, ou des projets régionaux ou des accords régionaux tels que le SPORAC dans les Caraïbes.
Donc, très rapidement, en fait, il y a de nouveau il y a trois parties dans cette boîte à outils. L'une étant des fact sheets, donc qui sont des documents de 2 à 4 pages qui décrivent les problématiques, donc qui sont regroupés autour de 5 thématiques: management framework, addressing activities and threats, research and monitoring, outreach and engagement, et management effectiveness. C'est un outil qui est tout le temps mis à jour, donc on recherche tout le temps comment le mettre à jour. Il se divise, enfin chaque fact sheet se divise en différentes sections. Il y a notamment toute une partie bibliographie ou toute une partie ressources, où il y a de nombreux liens qui vous enverront vers des pages beaucoup plus détaillées. Ensuite, il y a les bonnes pratiques, les bonnes pratiques. Et enfin, l'outil d'auto-évaluation qui est de nouveau la partie la plus innovante, donc qui est à la fois soit un fichier Excel, soit une version en ligne. De nombreuses questions vous sont posées avec des choix et des réponses à choix multiples. Vous sélectionnez le choix multiple et à la fin du remplissage de cet outil, qui prend en moyenne en 2 heures environ, il y a un petit dashboard qui vous permet que vous voyez sur la droite de l'écran, qui vous permet de savoir où vous en êtes. L'outil est désormais disponible en français, en espagnol et en anglais. On a commencé à le tester sur quelques aires marines protégées, notamment les aires marines protégées partenaires du projet, donc Stellwagen aux États-Unis par exemple, qui ont trouvé cet outil très, très bien, très utile, notamment dans le cadre de la remise à jour des plans de gestion. En fait, on a 2 aires marines protégées qui nous ont dit qu'elles utilisaient cet outil pour remettre à jour leur plan de gestion, et surtout ça leur permettait de bien se rendre compte des oublis potentiels. La plateforme aussi, on regarde un peu les statistiques et en fait, on se rend compte qu'il y a une régulière et en augmentation de cette plateforme. Donc on espère que cet outil est utile pour le moment. Et on se rend compte aussi qu'en fait, on a besoin quand même de plus former, entre guillemets, à l'outil. Donc, c'est ce qu'on va faire dans le futur. Voilà, donc le futur, en fait, c'est de continuer à améliorer la boîte à outils, et notamment en développant de nouveaux fact sheets ou de nouvelles bonnes pratiques. Essayer d'utiliser l'outil à une plus grande échelle. Le but d'utiliser cet outil à une plus grande échelle, c'est qu'on aimerait comparer les différents résultats afin de voir s'il y a des grandes tendances qui se dessinent, de façon à voir où est-ce que, par exemple, des actions de renforcement des capacités pourraient être mises en œuvre. On va aussi faire beaucoup de capacity build, de renforcement des capacités. Voilà. Et donc, on nous a demandé de voir avec quelles recommandations de la roadmap cet outil est en lien. Donc, il est en lien avec la recommandation 3.5 et la recommandation 4.5, en fait, qui est le renforcement des capacités. Et juste pour ceux qui sont encore là demain après-midi, en fait, on fait une formation beaucoup plus détaillée où on présentera vraiment l'outil. On fera des exemples. Donc voilà, donc si vous êtes là demain de 14 à 17 h, n'hésitez pas à venir. C'est au Novotel. Nous serons ravis de vous montrer plus en détail cet outil. Je vous remercie. C'est fini. Thank you very much, Francisco. Thank you for your very well presented and developed presentation. I would now, as I said, we will leave the questions perhaps more at the end of this session here, and I will invite the next speakers, Hélène Labach and Anne Salvador. It's Hélène who is presenting the next. Okay, so be very welcome. So the next presentation is about harmonization and centralization of cetacean monitoring data within the MPA network in the French Mediterranean Sea. So case study 2. Okay. Merci. Est-ce que ma co-speaker, elle est là? Je peux savoir si elle est là ou Oui, je suis là. en ligne? Oui. Ok.
Je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hélène Labac, je travaille pour Miraceti. Donc, c'est une association française qui travaille sur l'étude et la conservation des cétacés. Donc là, je vais vous parler donc une partie d'un projet qu'on a développé avec l'Office français de la biodiversité et notamment avec Anne Salvado qui travaille à l'antenne Méditerranée de l'Office français pour la biodiversité, donc qui est en ligne et qui va parler tout à l'heure, j'espère. Donc, on va vous parler de ce qu'on a développé pour harmoniser et centraliser la collecte de données de suivi des cétacés dans le réseau d'aires marines protégées de Méditerranée française. Alors, au niveau du contexte, en fait, ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec les gestionnaires d'aires marines protégées. Et donc, il y a quelques années, en 2015, on avait fait des entretiens et des questionnaires avec les gestionnaires. Et donc, le besoin, en fait, d'outils, justement, de suivi et d'appui et de formation est remonté de la part des gestionnaires. Donc, on a également un besoin important de suivre, de pouvoir suivre sur le long terme les populations, donc de préférence à l'échelle des populations si possible, ce qui est évidemment pas forcément toujours possible à l'échelle d'une aire marine protégée, mais aussi donc les menaces, alors notamment dans le cadre de, pour ce qui concerne les pays européens, des directives européennes. La directive Habitat et la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Donc, quand on avait fait cette évaluation il y a quelques années, donc on s'était rendu compte qu'en fait, les cétacés, ils étaient encore assez peu pris en compte dans les documents de gestion des aires marines protégées et qu'il y a très peu de suivi long terme mis en place au niveau des AMP. Donc, mon dernier point, je l'ai présenté en premier. Donc, le projet qu'on va vous présenter, en fait, il a été développé dans le cadre d'un programme qui s'appelle TURSMED. Donc là, on est dans le TURSMED 2, là, donc, qui a débuté début 2021 et qui va durer 3 ans. Donc, c'est un programme en partenariat entre Miraceti et l'Office français pour la biodiversité et qui fait suite donc, au programme TURSMED. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'améliorer le suivi et la gestion des cétacés de manière intégrée à l'échelle du réseau d'aires marines protégées de la façade de Méditerranée française. Donc, en apportant un appui aux gestionnaires pour la mise en place de stratégies de suivi et de gestion dans leur AMP, mais aussi en renforçant le réseau d'aires marines protégées de manière à pouvoir mettre en place un suivi et une gestion intégrée à l'échelle du réseau donc de la façade. Donc là, je crois que je passe la parole à Anne, si elle veut bien. Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc du coup, en fait, pour continuer les propos initiés par Hélène, donc effectivement, en fait, on s'est rendu compte avec les gestionnaires d'aires marines protégées lors d'entretiens en bilatéral, que du coup, en fait, il y avait énormément d'outils qui existaient, soit des fichiers Excel, des formats très différents. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait on mette en place un outil qui soit homogène, standardisé pour l'ensemble des gestionnaires d'aires marines protégées et qui répondent à leurs besoins. Donc du coup, on a mis en œuvre en fait un protocole dédié, homogène et standardisé sur toute la façade méditerranéenne pour la collecte des données sur le suivi des cétacés. Donc, pour les gestionnaires d'AMP, et pour ce faire, on a utilisé en fait l'application Ops en mer qui a été développée par le groupe d'études des cétacés du Cotentin, le GEC, avec justement un volet expert qui permet vraiment de faire du suivi protocolé, donc avec un protocole bien spécifique mis en place donc en lien avec les gestionnaires et Miraceti. Et donc, pour récolter l'ensemble des données, de ces données homogènes et pouvoir ensuite les étudier sur toute la Méditerranée française, on a également développé une base de données commune pour centraliser automatiquement toutes ces données actives via ce protocole spécifique. Et donc, du coup, toutes ces données se retrouvent hébergées et gérées au même endroit sur un serveur de l'Office français de la biodiversité.
Et donc, du coup, ça permet vraiment, en fait, ensuite, de pouvoir diffuser l'information. Donc, on va développer une plateforme pour diffuser l'ensemble de l'information et développer des indicateurs pour essayer de comprendre, en fait, d'avoir une meilleure compréhension des différents groupes de grands dauphins et notamment des cétacés au niveau de la Méditerranée. Donc, du coup, ces entretiens en bilatéral avec l'ensemble des AMP nous a bien sûr aidé à mieux comprendre leurs besoins et à essayer de les satisfaire avec ces outils qu'on a développés. Et du coup, pour améliorer aussi l'utilisation de ces différents protocoles, on a organisé en fait des formations théoriques et pratiques, donc théoriques sur la connaissance des cétacés en Méditerranée française et également sur le protocole, et pratique, puisqu'en fait, dans le cadre du projet TORSMED 2, il y a des missions terrain qui sont menées par l'équipe de Miraceti. Et à cette occasion, en fait, on invite l'ensemble des gestionnaires de Méditerranée à se former à la photo-identification, à l'utilisation du protocole cétacé AMP-MED, et donc du coup, à l'utilisation aussi de la tablette, qui est un peu spécifique. Et du coup, je redonne la parole à Hélène sur l'organisation de tous les événements qui a lieu autour de ce retour d'expérience. Oui, merci. Donc, en fait, c'est un travail qu'on fait donc à la fois au niveau de la façade. Et donc, on fait donc pas mal de formations, de présentations et donc d'ateliers de retour d'expérience. Donc là, le prochain, il va être organisé début janvier pour que les gestionnaires puissent échanger entre eux sur comment ils arrivent à mettre en place ou pas des suivis dans leurs aires marines protégées. Et ce travail qu'on fait donc, au niveau de la façade est renforcé par un travail en bilatéral avec chaque AMP pour essayer d'avoir en fait proposer des stratégies intégrées, mais qui soient aussi adaptées non seulement à leurs besoins et à leurs objectifs, mais également à leurs moyens en fonction de ce qu'ils peuvent mettre en place. Alors, au niveau des leçons, alors cet outil-là, on a commencé à le mettre en place, c'est-à-dire que les gestionnaires peuvent l'utiliser depuis début 2021, donc c'est encore assez récent. Donc aujourd'hui, il y a 4 aires marines protégées qui ont en place un suivi des cétacés dans leur AMP et qui utilisent cet outil. Donc ça va nous permettre aussi d'alimenter, d'enrichir le retour d'expérience pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, les difficultés qu'ils peuvent avoir. Donc, on a quand même eu un très bon accueil et une bonne volonté des gestionnaires pour s'impliquer dans une gestion à l'échelle de la façade. Donc, vraiment de collaborer avec les autres aires marines protégées de manière à pouvoir aborder la problématique des cétacés à l'échelle du réseau et non pas à l'échelle de leur AMP. Alors, ce n'est pas incompatible, hein, et tout l'enjeu, c'est justement d'arriver à faire coïncider les objectifs et les enjeux à l'échelle de la MMP avec ceux à l'échelle du réseau. Donc, à chaque fois qu'on a sollicité ou qu'on a réalisé des entretiens, les gestionnaires répondent présents et des fois, on a fait des entretiens qui peuvent durer jusqu'à 3 heures. Et c'est vraiment très enrichissant parce que ça nous permet un petit peu de leur apporter des conseils qui sont vraiment adaptés à leurs besoins. Donc, la formation, alors aussi bien théorique, donc c'est une formation théorique, mais avec une pédagogie active. Donc, ce n'est pas du tout en fait une formation imposée, classique. On les fait participer, on les fait élaborer sur des cas d'études, des stratégies de suivi. Et on se rend compte que même si en fait, les enjeux et les objectifs sont pour la plupart les mêmes, hein, ça concerne essentiellement le grand dauphin, les menaces en Méditerranée française sont quand même relativement les mêmes dans toutes les AMP. En fait, chaque AMP va développer une stratégie qui lui est propre en fonction des priorités qu'elle peut avoir et des moyens qu'elle aura. Et donc, la formation pratique, là, donc, on embarque les gestionnaires pendant une semaine complète sur des missions scientifiques dédiées. Donc, ce n'est pas une formation qu'on organise spécifiquement. C'est vraiment une mission de collecte de données dans le cadre du suivi des grands dauphins pour la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui va bien favoriser l'utilisation de l'outil et la bonne collecte des données par la suite.
Alors, en termes de recommandations, c'est quelques suggestions par rapport à la mise en réseau des aires marines protégées à l'échelle régionale ou sous-régionale. Alors c'est assez spécifique à ce cas d'étude, hein. Donc on pourrait par exemple essayer de diffuser cette expérience-là au niveau de la Méditerranée, notamment à travers le groupe de travail espèces mobiles, donc créé par MEDPAN, qui permet justement de pouvoir échanger à la fois avec les scientifiques mais aussi les gestionnaires d'aires marines protégées. De continuer le programme de formation qui a été réalisé l'année dernière justement par MEDPAN et qui était aussi assez riche. Donc, on a formé notamment des gestionnaires de Croatie, d'Italie. Et là, encore une fois, ça permet d'échanger et que les gestionnaires puissent discuter entre eux et de pouvoir donc aborder ces questions-là. Et d'encourager, dans la mesure du possible, l'utilisation de protocoles standards au sein de réseaux d'AMP, donc à l'échelle régionale, sous-régionale ou nationale, parce que ça permet de pouvoir gérer ces espèces-là à l'échelle des populations, si possible, et notamment grâce à l'utilisation d'applications, parce que du coup, ça facilite grandement la collecte de données harmonisées, puisque tout le monde a le même protocole. Ça permet de centraliser les données et donc de pouvoir éventuellement renseigner des indicateurs à des échelles plus larges. Voilà, ça, c'est des indicateurs, donc des idées d'indicateurs à prendre ou à ne pas garder. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène et Anne Salvado, pour votre formidable travail. C'était vraiment intéressant d'entendre, de vous écouter. Peut-être je vais inviter maintenant Madame Lobna Ben Nakla pour le Case Study 3. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, c'est Lobna Ben Nakla. Je suis chargée de programme au Centre d'activité régionale pour les aires spécialement protégées. C'est un centre chargé de la composante biodiversité marine de la Convention de Barcelone. En fait, ma présentation là, c'est juste pour partager avec vous un projet qui est en cours de mise en œuvre par le SPARAC. Nous n'avons pas encore, récolté toutes les données, mais je me suis dit peut-être ce sera bien que dans le cas de cette session, de partager déjà l'objectif et les activités qui sont en cours sous ce projet. Donc, je vais parler en anglais parce que j'ai préparé ma présentation, mon speech in English. So the project is about a support mechanism for filling key knowledge gaps for vulnerable species, which are marine mammals, seabirds, sea turtle, and elasmobranch, impacted by fishery in selected area of the Mediterranean. This is the title of the project. But this project is has been prepared within the M4 strategy of MAVA Foundation that are focusing on fishing impact on habitat and endangered species. And the idea is to work on 3 areas that were identified by the MAVA strategy. We should further work on the identification of the interaction between mobile species and fisheries activity. So the 3 areas are Alboran Sea, Sicily Channel, Central Asian in the Levantine Basin. And the species is not only marine mammals, but sea turtle, seabird, and elasmobranch. I don't know if you are aware about another regional project which is the Med Bycatch project that
which also started since 2017 and supported by the MAVA Foundation and executed by regional institution and agreement. And the idea of this project is to complement the activity planned by the Med Bycatch project, so which is gather more information on the fisheries operating within the Mediterranean, but in the priority area that I mentioned, and to identify and understand the movement and how hotspot area of vulnerable species. So the idea is to really gather information about the fishing activity, the species movement, to do superposition and to identify, when we will have this data, some key area where we can work on the mitigation of this bycatch between these species and in this area. So maybe more specific, the objective of this project is to expand the states of knowledge of the vulnerable species about their spatio-temporal distribution in the selected area that I mentioned, and to have a comprehensive picture of the overlap with fishery and the bycatch risk. And I repeat again, when we will have this data, we will try to identify new important area for biodiversity, and we will not, we will use the existing criteria to propose, for example, SPAMI, which is the Spatial Protected Area for Mediterranean Interest, coordinated by SPARAC, or key bird habitat, MMA or CCH by ACOBAMS. So when we'll gather this data, we will use it and feed the criteria and to identify some of these important area. So when we implemented this project, we did as first activity during 2019 a gap analysis, and this gap analysis was firstly elaborated on each of the priority region of the MAVA Foundation. And after we consolidate this gap analysis and based on this gap, we launched a call for proposal for small project, because this project, the budget of this project were split on two, budget for the coordination and another budget about 400 euro to support small project. So we launched this call for proposal, and we received about 20 or 25 proposal, but we selected only 9. Of course, the steering committee selected, why it doesn't work? Okay. 9 small projects. Maybe I forget to say that this project is coordinated by SPARAC, ACOBAMS, BirdLife International, Medaset, and IUCN Med. So the steering committee is composed by representatives from this entity. So I come back here. So 9 initiatives has been selected and running since 2020. Study in Morocco, Algeria, Spain, Tunisia, Turkey. Also, another small project is directly coordinated by MAVA with Cyprus. And the initiative, supported initiative, tackled the marine turtle in Morocco, Elasmo branch in Algeria, the megafaune in Tunisia, for another initiative in Turkey, and 2 initiatives, as I said, in Cyprus, and another regional, sub-regional project about the distribution of seabird. It is coordinated by the University of Barcelona, but with, I think, 3 other Mediterranean countries, Tunisia, Malta, and Greece. And as I said, the idea is to collect data on presence, distribution, and seasonality of this distribution of megafaune species.
I have to say that within this project, we already finished the activity about the gap analysis. The small project started in November 2020, and this day we will receive the final report with the data that I couldn't share because not yet collected, but this data will be analyzed and discussed during regional workshop that we will start organizing February 2022, where this people who working on this data, the representative of the coordinator of the project and maybe other expert will be invited to do this analysis and as I said, the identification of some priority area according to the criteria of CCH, of SPAMI, of KBA. And of course, we will, after accord of all the partners, to integrate the information in the available database, but also it will feed the Med-by-Catch strategy 2020-2030, which is the main output of the Med-by-Catch project, and under the coordination of CGPM, SPARAC, ACOBAMS, Medaset, and BirdLife International. So I cannot say more about the lesson learned because we are implementing the project, and for the recommendation, we will see it by the end of this session. And thank you. Thank you very much, Lobna, for this very detailed explanation and the way in which you presented the overwhelming activities under your project. And it's a common factor that there are concerns about data collection, about improving knowledge, about identifying key knowledge gaps, and the toolkit that you mentioned, the EMAS, the KBAs, the CCH, and all these different instruments can contribute to improve the state of the species that may be vulnerable or endangered. So thank you very much. And now we come to our last presentation of this session about and I invite Mrs. Léa David, our Vice Chair of the Scientific Committee of ACOBAMS, to lead us through the process of cetacean critical habitats. So thank you, Léa. Merci Suzanne. Moi je suis Léa David, je suis à ACOBAMS et j'ai 25 ans. Non, c'est pas vrai. Je vais vous présenter un processus mené par l'ACOBAMS depuis sa création presque, qui a eu une première étape et aujourd'hui on est en train d'actualiser cette étape. Et je pense que je vais faire comme Lobna, je vais parler en anglais pour la suite. So ACOBAMS is an international agreement for the conservation of cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area. There are 24 member states engaged in that process to made conservation plan to achieve and maintain favorable conservation status for the Mediterranean cetaceans. And one of the commitment of this agreement is to combine total protection of threatened species, we're talking about cetaceans, and through stronger habitat protection. And according to the ACOBAMS conservation plan, parties shall endeavor the specially protected area corresponding to their important area to protect. So in that way, for that goal, they have been a launch of a process, Cetacean Critical Habitat. And this process refers to first, to take into consideration the important areas for cetaceans that might be feeding, breeding, calving, corridors for them, but also, secondly, to incorporate the concept of actual human activities because they are leading to threat. And for that, we are dealing now with only direct threats,
So we take into consideration large commercial vessels for the ship strike and continuous noise threats, fisheries for bycatch and depredation, whale watching and recreational vessels for disturbance and harassment, and also more punctual activities that are noisy, like oil and gas activity, coastal building, etc., considering noise hotspots. The CCH process is more than mapping areas where there are threats for cetaceans at the ACOBAMS level. It's first a collaborative and science-based process with feedback validation. It's also a communication tool. It's an interface between science and policy. It's based on best science, but the aim is also to help science and policy to communicate about results and what we know within the area. It's to build a support to know where and what threaten cetacean at the regional level, like a synoptic vision. It has to be used to identify suitable management measures, could be place-based or sectorial based. I will show you some maps after that. And also to be the support to launch at the regional level some conservation measure. And this is complementary to any national initiatives in that way. So the process is, I will be short. We've got the cetaceans on the left and the human activity on the right. And the basis data which feed the process is the best science, existing results. We are not reinventing the wheel. We extract from that 90% and 75% is aligned. We have a tool of feedback validation process, and then we've got outputs like maps of reference for species and for human activities. And from that output maps, we overlap them, and the intersection area will be the CCH, the new CCH. Again, a validation process through an expert's knowledge from the scientific community of ACOBAMS, launched to validated CCH, and then you are happy because you have gone through a long process. But it's only the beginning of the work, because based on that, you should define conservation measure on a case-by-case basis. So the input data for cetaceans are, of course, the ACOBAMS survey initiative that was held in 3 years ago. Then we have global work at the regional level from Manucci and colleagues, gathering almost all data in effort from the Mediterranean Sea. We have got the AC Synops results for the Black Sea. And for the validation process, we use the EMAS from the IUCN, and also existing literature at the global scale. So here, for example, the final map of the fin whale is this one, with 90% the colored area, and striped is the 75%. And to illustrate a little bit the communication tool towards countries, with such a map, you can tell French and Spanish countries that they are responsible at the Mediterranean level for this species, because the favorable habitat of this species is mainly in their EEZ water. So you may involve them with such maps. For the pressure, we used mainly existing data, as I already said. So here, IIS for large commercial vessels or for fishing vessels, and also modelization for the small scale fishery, because we are dealing with different pressure, and we know that one source of data may be not enough. So this is for large commercial vessels. This is the 55% of traffic intensity within the Med. And this is, I think, one of the activities that is more overlap in the ACOBAMS region. And so we take the map of the fin whale, we take the map of the large commercial vessels, we do the overlap.
And from that, we extract the intersect area, and this is the CCH. So here's the CCH for fin whale versus large commercial vessels. It includes, therefore, the threats for ship strike, but also for continuous noise. And here also it may help you because, there's a validations process. Here in red, that's the expert knowledge about ship strike, and we overlap the both, and where it is the, when there's so area where the CCH is validated through this process and the expert's knowledge, and there are other areas where we didn't know what happened, so we have to launch further studies on the topic. And this is also an illustration when you are going to Italy, Spain, France, and Monaco, and telling them if you solve here the problem for ship strike, you may solve it for the Mediterranean species at the Mediterranean level for half. So that is something to push for action and to involve them because they are responsible for main threats for the species at the regional level. Next, when you have identified area important for cetaceans, area important where the threats happen and may threaten the species at the regional level, you may then, the next step is to choose and identify the adequate measure for conservation and management. And here I've got two examples. On the left, you've got the fin whale versus large commercial vessels. And we may see that the area is very large where the ship strike happened. And so the adequate measure are more a PSSR with other combined measure like the reduction of speed, the tools are RepSet or MMO aboard the main impacting vessels. On the right, you've got the sperm whale versus large commercial vessels. And you can see that we have at least 3 validated CCH for ship strike. And the case on the Hellenic Trench on the right is very different from that of the northwestern Mediterranean Sea because it's a narrow coastal area. The sperm whale is a local population and vessels are spatially concentrated right over the habitat of the sperm whale. So the measure there is easy because a shift of traffic 20 nautical mile offshore might help to so that there's no more overlap and then you solve the problem. Thank you, CCH, thank you. Thank you very much, Leah. And thank you for so perfectly describing and illustrating the process of identifying cetacean critical habitats. Of course, this is not about designating areas. This is about the basic work. So to provide a solid foundation for action to be taken, for measures to be decided. And so thank you very much for that. I think that we might now invite people online and here in the room to ask questions to the speakers about their presentations, and then perhaps we could put on the screen some of the draft recommendations that are directly linked to what we have seen. So we have been speaking about this patchwork of initiatives, these different entities, legal frameworks, these different experiences and methodologies that can be followed in terms of protecting species, protecting different kinds of animals that are present in our seas, but also identifying the threats, yeah, and identifying the human activities, so to have balanced solutions. And I think in that sense, it makes it is logic that we go through possible recommendations and also invite comments from you, invite you to feed in this process, taking into consideration that there will be a session later on this evening about the roadmap
which will be the outcome of this week's discussion. And I invite you to ask questions. Lobna, you may use this. Merci. Moi, je voudrais peut-être juste un commentaire à la présentation de Hélène pour la question de tout ce qui est monitoring, parce que vous avez fait référence juste à la MSFD, mais il faut mentionner aussi qu'au niveau de la Méditerranée, on travaille aussi avec les CAP Process et le IMAP, et ça entre vraiment en ligne avec c'est-à-dire les attendus de ce programme au niveau méditerranéen. Et de plus, je voudrais savoir si, parce que là, au niveau de la CAP IMAP, qui est le Integrated Monitoring and Assessment of the Mediterranean Sea, ce processus a été lancé et en se basant sur des indicateurs qui ne sont pas très loin de ceux qui ont développé dans le cadre de la MSFD. Mais par contre, il y a des protocoles de suivi qui ont été largement discutés entre scientifiques méditerranéens et puis avec ACOBAMS. Et dans quelle mesure ces protocoles ont été, c'est-à-dire pris en considération dans vos travaux et dans vos c'est-à-dire études de suivi dans les aires marines protégées? Et pour terminer, je voulais dire que nous, maintenant, en tant que CARASPE, on a eu un projet qui est ICAP 3. Et l'idée, c'est d'assister les pays du sud de la Méditerranée à mettre en œuvre leur IMAP national, c'est-à-dire le suivi et l'assessment des espèces comme les cétacés, les oiseaux, et dans une aire protégée, une aire marine protégée, et dans une aire impactée pour voir par la suite comparer. Donc, si je reviens, la question, à quel niveau, c'est-à-dire ces protocoles de MSFD ou peut-être de l'ICAP ont été considérés dans vos protocoles préparés et mis en œuvre? Yes, please, Hélène. Merci. Oui, alors nous, en France, on est plus concernés effectivement par la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Donc, en fait, ce programme-là, il s'intègre complètement dedans parce qu'un des objectifs, c'était justement de pouvoir améliorer le rôle et la contribution des aires marines protégées au programme de surveillance de la DCSMM, puisque c'est quelque chose qui va être amené à être déployé sur le long terme. Donc, les protocoles qui ont été proposés permettent de renseigner les indicateurs qui ont été proposés à l'échelle de la façade de Méditerranée pour la DCSMM. En particulier, et même d'ailleurs que sur le grand dauphin, puisque il y a différents types d'indicateurs. Et en l'occurrence, les autres espèces de cétacés, ce sont des grands programmes de surveillance aérienne qui vont te permettre de renseigner les indicateurs de ces espèces-là. Pour le grand dauphin, en revanche, c'est pour les populations résidentes de grand dauphin, on a spécifiquement des suivis par photo-identification. Donc ça, c'est un travail aussi qui a été fait avec l'Office français de la biodiversité. Donc, l'objectif de pouvoir valoriser les données collectées dans le cadre des suivis des aires marines protégées. Donc, le protocole est complètement compatible. Après, les protocoles, globalement, au niveau des indicateurs, c'est essentiellement quand même à ces échelles-là, ça reste de l'abondance et de la distribution. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez universel. Après, ça dépend des échelles. Et les protocoles, globalement, aujourd'hui, ils sont quand même partagés par la majorité de la communauté scientifique et compatibles. Donc, ce n'est pas des choses qui vont vraiment changer. Après, c'est vraiment sur la méthode de collecte et le formulaire. Et ça va être plus adapté en fonction des besoins locaux, soit des gestionnaires, soit des indicateurs qui vont être développés à l'échelle régionale ou nationale. Mais en termes d'intégration et de compatibilité de données, ça pose rarement de soucis, quoi. Merci beaucoup, Hélène. Encore une question? Yeah, I have another question for the same presentation. I just downloaded the OBS in Mayor app, so you have another download.
So just wanted to ask, is this app will be feeding to your database? So if somebody from outside the MBA community, like a normal citizen, can contribute, so how come is my account, my observations can be downloaded separately from the rest of the observations, especially outside the French? Alors, Observer, ce n'est pas du tout une application qu'on a développée nous. Hein. C'est quelque chose qui existait déjà et qui avait déjà été largement diffusé et utilisé, notamment à l'échelle française, mais même ailleurs. Hein. Donc, ça commence à être utilisé à l'international. Il y a différents niveaux en fait, dans cette application. Donc, il y a effectivement le niveau le plus abordable. Hein. Donc, tout le monde peut utiliser. N'importe quel citoyen ou plaisancier donc peut utiliser pour signaler des observations. Et il y a un niveau expert, donc là, et plus à destination donc des scientifiques qui ont été formés ou des gestionnaires. Donc là, ça va être alors ce qu'on appelle un protocole, en fait, ce qu'on a mis dans Observer, c'est juste un formulaire standard que tout le monde va pouvoir utiliser le même. Et donc là, par contre, pour utiliser le mode d'expert, si je ne dis pas de bêtises, il faut avoir suivi une formation donc par les coordinateurs régionaux de Observer. Et ça concerne des protocoles donc avec effort, donc lors de suivi dédié. Mais après, c'est une application qui est ouverte vraiment à toutes et qui permet de collecter des données de sciences participatives et opportunistes. Et donc, ça dépasse largement maintenant les frontières françaises. It's a two-way data sharing, or it's one-way? I feed the database only. Non, les données, normalement, l'objectif, c'est qu'elles soient publiques et accessibles à tous. Alors, pour le mode expert, il y a possibilité de garder les données en mode privé si on ne veut pas les partager, mais ce n'est pas l'objectif de cet outil-là. Là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir que tout le monde puisse avoir accès aux données. Merci beaucoup, Hélène. Il y a encore une question, s'il vous plaît. Merci, Yvénoc Plan-Bleu. J'ai trois questions. Elles se rapportent toutes à la prise en compte de l'existant. Dans les présentations qui ont été faites, par exemple, en ce qui concerne la partie française, votre présentation, là, Hélène, alors vous avez parlé de 4 AMP, mais les AMP ne sont pas toutes identiques. Donc, ça aurait été intéressant quand même de savoir quel type d'AMP, quel type de gestion et où elle se trouve. On aurait bien aimé avoir une carte. Alors, je termine avec mes 3 questions. Mon autre question est à peu près similaire en ce qui concerne le projet de Sparac. Très bien, on aurait voulu savoir, par rapport au site que vous avez sélectionné, il se passe déjà beaucoup de choses sur ces sites. Quel type de gestion est appliqué actuellement et comment vous utilisez justement cet existant par rapport au projet que vous développez? C'est toujours le problème, hein, c'est qu'on a énormément de projets, mais on a l'impression qu'ils se succèdent les uns après les autres et qu'à chaque fois, l'existant, ce qui a été fait auparavant, je dirais, en tout cas, on n'en parle pas. Il n'y a pas cette intégration. Et ma dernière question, c'est pour Accobams, la dernière présentation extrêmement intéressante du CCH. Quel est le lien avec les EPSA? Il y a eu quand même toute orchestré par la Convention sur la biodiversité, une série de colloques régionaux, d'ateliers régionaux, dont celui de la Méditerranée. Et là, on ne voit pas très bien quelle est la superposition entre la définition de ces EPSA, en tout cas à l'époque, c'est peut-être à réviser justement par rapport au travail que vous avez fait en ce qui concerne les CCH. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup pour vos 3 questions. Donc, si on suit l'ordre, peut-être par rapport aux MPAs, Hélène, tu pourrais répondre. Merci. Donc, merci pour la question et la suggestion. Effectivement, moi-même, en me présentant, je me suis dit ça aurait été pas mal d'avoir une carte pour montrer effectivement le réseau en fait, des aires marines protégées françaises et l'intérêt justement de travailler sur ce type de renforcement de réseau parce qu'en fait, on a vraiment un maillage. On a plus de 30 aires marines protégées en Méditerranée.
qui peuvent prendre en compte la gestion des cétacés notamment. Et donc, c'est vraiment réparti sur toute la façade. Donc ça, bon, effectivement, oui. Alors après, on peut pas, on était assez limité, contraint, on avait 10 minutes, donc je peux pas vous raconter toute la genèse et l'histoire. Alors, concernant les types d'AMP, effectivement, on a différents types d'AMP. Donc, pour ceux qui ont déjà donc, des suivis en place ou en cours et qui utilisent d'ailleurs, on en a ici dans la salle. Donc, on a un parc naturel régional, le parc naturel régional de Camargue. On a 2 parcs naturels marins. Donc, ça, c'est des types d'AMP qui sont un peu spécifiques françaises puisqu'elles ont été créées, développées par l'Office français de la biodiversité et sont gérées par l'Office français de la biodiversité et un parc national. Donc, ça concerne quand même pour l'instant des aires marines protégées qui sont assez importantes en termes de surface et qui ont quand même des moyens de gestion, enfin du personnel dédié pour pouvoir mettre en place des suivis. Mais là, on est en train de travailler avec les zones Natura 2000, donc notamment celle de Grégory qui est là pour justement les zones Natura 2000 qui en général ont un peu moins de moyens, notamment financiers, pour les aider là-dessus. Mais si vous voulez, on pourra en discuter après, vous raconter tout. Merci Hélène. Pour la gestion, Sparak, Lobna, s'il te plaît. Donc, je dois, merci pour la question et ordonner les pour satisfaire et avoir tout répondu. En fait, nous, en tant que déjà institution intergouvernementale, lorsqu'on fait on monte un projet, on le fait sur tout ce qui est existant, tout ce qui a été fait. Et déjà, dans ce projet, j'ai mentionné qu'on a fait une gap analysis, c'est-à-dire en français, je ne sais pas, c'est-à-dire on a fait une sorte d'évaluation de ce qui existe et ce qu'on doit faire pour compléter les gaps, les lacunes qui existent. Donc, c'était sûr qu'on a adressé des questionnaires à tous les points focaux, à tous les experts pour voir où il y a des travaux qui ont été faits et où il manquait. C'est parmi les critères de choix des petits projets qu'on a financés après. Par la suite, c'est-à-dire là, l'existant déjà a été pris en considération. Par la suite, on a quand même, pour la collecte de nouveaux données, on a quand même travaillé sur la standardisation d'un protocole entre organisations, c'est-à-dire le protocole de collecte de données sur le bycatch a été longuement discuté par des institutions qui travaillent sur le sujet, qui est la CGPM. Il y a eu le protocole pour le suivi de bycatch sur les espèces de mégaphones. Par la suite, on a fourni des formations aux gens qui vont utiliser ce protocole dans chaque pays et dans parce que, comme j'ai dit, c'est complémentaire à un autre projet régional, le Med Bycatch Projet, et celui-là, c'est complémentaire. Et on a fait une synergie, mais de sorte qu'on utilise le même protocole. Et c'est un programme, juste peut-être que je n'ai pas dit, la base, c'est un programme d'observation on board, c'est-à-dire avec les pêcheurs. Et c'était toujours des formations aux observateurs, aux pêcheurs, parce que l'idée aussi, c'est d'arriver à certains moments d'avoir un self-reporting des pêcheurs. Mais je vous assure qu'on travaille toujours sur l'existant et qu'on bâtit sur ce qu'on a pour avancer. Sinon, ça va être fatigant aussi pour nous d'inventer chaque fois. Merci. Merci beaucoup, Lomna. C'était très clair, merci. Et pour le lien entre les EBSA et les CCH, je passe la parole à Léa David. Oui, alors je vais consulter l'histoire de la COBAMS à côté de moi. Elle a 26 ans. Et donc, effectivement, il y a des processus qui sont enclenchés depuis un certain temps, auxquels la COBAMS participe. Et il y a un besoin de updater, d'actualiser ce qui a été décidé à une époque, parce qu'aujourd'hui, notamment grâce à la COBAM Survey Initiative, on a beaucoup plus d'informations à l'échelle méditerranéenne. Donc, on est très en lien avec les process IMA,
aussi. Et on a prévu d'ailleurs de participer et de monter un atelier d'actualisation aussi des IMA. Donc, après, le CCH Process, il a une différence, c'est qu'il est quand même basé sur des résultats scientifiques, cartographiques. Ce n'est pas que du dire d'experts. Et l'intérêt, c'est qu'il fait aussi apparaître des secteurs sur lesquels peut-être il n'y a personne qui travaille et c'est peut-être des secteurs intéressants. Donc, on a vraiment les deux aspects qui ressortent, à la fois des secteurs que le processus montre et qui sont connus, et à la fois des secteurs où il y a peut-être des choses importantes à aller voir, mais ce n'est pas connu parce que personne n'y travaille. Donc, ça apporte des choses en plus. Donc, chaque processus, effectivement, est complémentaire et se nourrit, mais on est bien conscient et la COBANT participe à toutes ces initiatives. Je veux dire, effectivement, je pense que ce type de carte est très, très nouveau. Et mériterait véritablement d'être intégré. Alors là, je me tourne vers le SPARAC, plus particulièrement, d'être intégré vraiment dans la stratégie. Toute cette stratégie qui intégrait les EPSA que vous avez mentionné tout à l'heure, en fait, on voit que, heureusement, les connaissances évoluent. On a des choses qui sont beaucoup plus ciblées et qui mériteraient que véritablement, ça vienne s'intégrer, je dirais, dans la stratégie d'ensemble pour la Méditerranée. Là, il y a vraiment tout un travail qui est initié avec ça, que je trouve très intéressant, à l'heure où on parle aujourd'hui de planification des espaces maritimes. Et effectivement, vous avez nommé les activités, etc. On voit que la situation est beaucoup plus complexe qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas simplement une accumulation de plans de planification des espaces maritimes. Il va falloir voir les choses de manière globale aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il y a encore une question. Oui, allez-y, monsieur. Sorry. Hello. I'm Assad Sarhal from SPNL, Lebanon, and Global Counselor for BirdLife International. Lubna, thank you for the presentation and mentioning the HIMA and kind of work you do. The community-based conservation HIMA system that dates 1,500 years ago, it was practiced in North Africa as it was practiced in the Arabian Peninsula. And the idea was something like to climate change situation back then, because resources were very scarce for water, for grazing, for fish, etc. Now it's being adopted globally by IUCN, BirdLife International, MAVA, and all that. And the idea is not the only thing happening as a nature-based solution from our region in the Middle East and North Africa. Now, Humica in Mexico and South America is being revived because it's 2,000 years old system that finding climate change solutions, dealing with the soil using the old system. And surprising enough, also in Japan, they're using the Satoyama, finding solution for the oyster problems. That it's a system that's also about 2,000 years old. So community-based conservation and working with the locals, with the local and traditional knowledge, it's on the rise again, and people learning from the past. But it's interesting what I've been hearing here today, and learned a lot also about the application, the art and science, linking to artificial intelligence, hopefully in the next 10 years, because they're finding lots of solutions now using the technology and the communication, social media and all that, like finding the DNA for the, working with the monk seal or something. So it's a new applications that's on the use. And what I'm trying to say here is using the traditional knowledge in such a challenges of this 21st century, the war on nature and nature bankruptcy, but also making hybrid, like Tesla and Toyota and other big private companies are doing. So linking the tradition with the up-to-date artificial intelligence, and it's a good recommendation, I hope, for the 10 years strategy that we are all doing. It gotta be something out of the box. Thank you. Thank you so much. Lobna, you would like to react? Je voulais dire, peut-être on passe aux recommandations et voir cette question de link between the
traditional and innovative methodology. Et si c'est si ces figures sur les recommandations, on peut les ajouter. Hein. Ouais. Can we have the text of the proposed recommendations on the screen? OK. Donc, l'idée pour le roadmap, c'est de voir si ces recommandations sont ce qu'on vient c'est-à-dire d'avoir ici. Est-ce qu'on peut ajouter autres spécifiques recommandations ou c'est bon? Et d'ailleurs, je sais que vous avez proposé une autre recommandation qu'il faut ajouter. Le 4-5, quelque chose comme ça. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez un commentaire sur ces deux recommandations. Oui, j'étais à la session sur les OECM et je recommanderais fortement d'inclure aussi les OECM, ne pas se limiter seulement aux AMP, mais véritablement, et je crois que c'est particulièrement vrai là pour le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire pour les espèces mobiles comme les cétacés, se donner véritablement, et je pense plus particulièrement pour les OECM, je pense plus particulièrement aux efforts de la Commission régionale des pêches en ce qui concerne les fameux FRA sur les canyons, qui sont des zones extrêmement sensibles et importantes. Donc, vraiment, je pense que… Je sais qu'on nous a dit déjà que cette feuille de route n'était faite que pour les AMP, mais je crois qu'il serait temps d'ouvrir la feuille de route aussi aux OECM et d'encourager toutes les initiatives qui peuvent être faites, notamment de la part de la GFCM, des pêches. Mais on peut parler aussi du transport maritime avec les PSSA, je pense, puisque le transport maritime a été nommé. Il y a tout cet effort international aussi qui est fait sur les zones sensibles. Bon, pour ne pas nommer aussi l'AIFM, pour tout ce qui est des zones vulnérables pour les fonds marins. D'accord, OK. Voilà. Donc, ça sera ajouté dans la recommandation 2.3. Abdelmoula, tu as quelque chose? Il y a peut-être en lien avec ça, Suzanne, on peut prendre juste Suzanne la. Oui. Bonjour à tous. Merci juste pour répondre rapidement à l'intervention sur les OECM et merci de cette intervention. Donc hier, pendant la discussion du working group, justement, ça a été cette roadmap. Comme vous l'avez mentionné, elle a été développée sur les AMP, pour les AMP avec l'expérience depuis 2012. Et que maintenant, oui, il va falloir s'ouvrir aux OECM. Comment on va l'intégrer à sa roadmap? Est-ce qu'elles vont complètement être intégrées, une partie? Donc voilà, ça c'est en cours de discussion. Et on l'a bien vu aujourd'hui que pour les espèces mobiles, c'est clé. Hein, je veux dire, on a été du local à l'international. Et quand on voit tout le travail sur SSH et avec identifier des zones de PSSA ou des choses comme ça, voilà, c'est deux outils qui sont complémentaires très importants. Donc voilà, on travaille là-dessus. Et merci beaucoup pour toutes vos interventions qu'on va utiliser. Merci. OK, très bien. Abdelmoula. Yeah, just for adding to recommendation 2.3, we all have witnessed the imbalance between North and South Mediterranean in terms of number and size of protected areas, marine protected areas. And these countries in North Africa, actually, or South Mediterranean, as you like in Barcelona Convention to call, are the reservoir of biodiversity, what is left in the Mediterranean. And it is the target of illegal fishing by the northern Mediterranean fishing fleets because they are prevented from fishing from their sites. Let's say it frank. So we need really to push more for Southern Mediterranean and Eastern Mediterranean countries to bridge the imbalance of distribution and size of MBAs. This can happen by direct intervention from intergovernmental organizations like RACSPA, which they are doing, but it is not enough. I think other organizations should bring a big foot in that area to encourage governments there to bridge this imbalance in MPA coverage. And this is the hope for the Mediterranean, by the way.
because one MPA, one large MPA in the south might equal to 5 in the north in terms of quality and quantity. And so I hope to see Southern and Eastern Mediterranean with a specific focus on Southern and Eastern Mediterranean in the roadmap in this recommendation 2.3. Thank you very much. Thank you, Abdelmoun. Did you have a specific? With a specific focus on South and East Mediterranean to bridge the gap, or not to bridge the imbalance in distribution of MBAs in the Mediterranean. It's far shifted to the north. The north countries have worked excellent job. So we need to take hand to the southern countries by twinning, by other means of collaboration. Thank you. Je suis tout à fait d'accord avec cette dernière remarque et l'avantage justement du CCH à l'échelle de la Méditerranée, c'est que le processus va mettre en évidence des secteurs importants, aussi bien dans le sud que dans l'est du bassin. Et donc, ce sera du matériel pour ces pays pour identifier des secteurs à mettre sous protection, par exemple. Donc, c'est l'avantage de ce travail de modélisation, c'est qu'on a de l'information où il y a moins de data ou peu de data, mais on arrive à identifier et dans le sud et dans l'est du bassin où il y a un manque d'AMP. Oui, merci Léa. Moi aussi, je retiens de l'intervention de Abdelmoula, c'est qu'il faut que d'autres conventions et d'autres institutions régionales, à part le SPARAC, qu'on essaie toujours de travailler sur cette question de aires marines protégées, identification, inventaire, support à la gestion, que d'autres, avec leur processus aussi, travaillent avec les pays du sud de Méditerranée et essayent d'impliquer et d'appuyer pour arriver à identifier autres aires d'intérêt pour la conservation. Voilà, c'est ça à peu près aussi. Oui, Hélène. Alors, concernant les recommandations, donc moi j'avais relevé la recommandation 6.1 parce qu'il me semble qu'en ce qui concerne les espèces mobiles, c'est qu'il y en a d'autres après? Il y a une autre slide, c'est ça? Oui. Ah, ok, d'accord. Je vais vraiment insister sur le volet réseau, pardon, j'étais en anglais, network, parce que ça me semble vraiment essentiel pour les espèces mobiles et c'est vrai que c'est une problématique importante pour les aires marines protégées. Et après, tout ce qui peut faciliter et encourager la gestion en réseau, mais pas uniquement des réseaux géographiques, mais des réseaux dynamiques, vivants, et à différentes échelles qui peuvent être intégrées. Donc voilà, c'était juste. Mais bon, effectivement, oui, c'était là. C'est bon, ça répond à votre. Oui, c'était ce que je voulais ajouter. Si on peut retourner à la première recommandation, pour reprendre la réflexion qui a été faite en ce qui concerne le sud et l'est, je pense qu'il ne s'agit pas simplement de strengthen MPA, but to develop and strengthen MPA. C'est-à-dire effectivement créer des aires marines protégées, quel que soit leur type, dans l'est et le sud de la Méditerranée. Donc, to develop and strengthen, because là, c'est comme si effectivement on ne s'intéressait qu'aux AMP existantes, mais il s'agit vraiment d'en créer de nouvelles aussi. Ok. Moi, j'étais en train aussi de réfléchir à la recommandation de SPNL, où on peut l'ajouter dans ces deux, ou peut-être après, c'est les recommandations, cette question de innovative méthodologie et de tout ce qui est existant, c'est-à-dire le traditionnel. To improve knowledge, or peut-être... On les a fait sortir ici, donc voilà. 3.
après. Non, approve. Je suis en train de la voir, mais je ne sais pas où de côté des chefs. C'est de Hélène. Après, c'est le 6.1. Ici, peut-être. On peut ici proposer of standard protocol at national, for example, through the use of traditional or knowledge or innovative methodology like the use of application. Yes, please. The private sector. It's very important here. With the private sector, because they're way advanced from us. Oui, je pense qu'effectivement, on peut. Là, c'était vraiment très spécifique à ce cas d'étude, mais encourager l'utilisation d'outils innovants et existants, hein, comme ce qu'a présenté Francis. Où hier, on était sur donc une session plus network et où ils nous ont présenté donc des outils qu'ils ont développés pour évaluer le réseau d'aires marines protégées, notamment en Suède. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent être utilisées au niveau network. Et après, le secteur privé, peut-être ça peut aller dans la recommandation d'avant, avec engager les stakeholders. Non, on était sur le 6.1. Ah oui, pour le network. Oui, oui, oui. Donc, on a la 6, l'innovatif. Okay. On voit s'il y a quelque chose au niveau de Zoom. Rien, c'est bon pour eux. Donc. Oui, il vaut mieux ne. Là, c'est l'occasion pour vous de faire des propositions. Et après, de toute façon, peut-être qu'on pourrait dire de s'appuyer sur des initiatives existantes comme CCH, MAD, des choses comme ça. Donc oui, n'hésitez pas à faire des choses. Et après, voilà, c'est rediscuter pour élargir au maximum, pour inclure tout ce qui existe. Oui, Did we finish with this local knowledge, traditional knowledge insertion in this that mentioned by our colleague from Lebanon? On a pris note et on va, oui, mais toujours on peut. Yeah, we can include them between the parentheses, including fishermen, local communities, and encourage using local traditions or something, but nature-based solutions, local nature-based solutions. Oui. Something like this. So we can then, yeah. On va faire référence ici dans le 6.1 pour tout ce qui est innovatif. Très bien. En principe, c'est bon. On a fini à temps. Donc, en principe, on a tout pris. Ça va être, oui, on va le passer pour le roadmap, c'est-à-dire les propositions de recommandations pour le roadmap. Donc, moi, de ma part, je voudrais vraiment vous remercier les gens qui ont suivi avec nous par online, les interpréteurs, parce que quelque part, ils sont ici. Aussi, Akobas, dernier mot pour... I don't have any last words to say, just to say thank you, all of you. It has been very constructive and very participative process. So it helped a lot. So these recommendations will be used when we will tackle this final feuille de route roadmap later this evening. So thank you, all of you. Also, thank you to the technical staff.